Bonjour à mes élèves, j'espère que vous allez bien. Après avoir étudié le cercle et les ellipses, on poursuit avec l'hyperbole. Maintenant, l'hyperbole, comment on peut l'obtenir? Sur un cône, comme vous le voyez ici, si on tranche en fait deux cônes qui sont opposés par leur apex, par leur sommet, les formes qu'on obtient, ce sont deux courbes qui ensemble s'appellent une hyperbole. Maintenant, à la maison des hyperboles, vous en avez plein, mais vous ne l'avez peut-être pas réalisé. Entre autres, quand vous allumez une lampe à la maison qui est dotée d'un abat-jour, la projection que vous voyez sur le mur, c'est en fait la courbe d'une hyperbole. Vous avez la courbe supérieure et la courbe inférieure. On observe aussi l'hyperbole quand on allume des luminaires, des halogènes qui sont au plafond. La forme qu'ils forment sur le mur, c'est une hyperbole aussi. Mais également, en cuisine, quand vous prenez, entre autres, des nouilles de spaghettis non cuites et que vous les déposez dans un verre, la courbe que vous obtenez de part et d'autre, à gauche et à droite, c'est en fait une hyperbole. Des sabliers, quand vous jouez avec des jeux de société ou quand vous chronométrez le temps de cuisson d'un œuf à la coque, ben le sablier est en fait une hyperbole quand vous regardez les parois latérales. Les tabourets aussi, comme les deux que vous voyez à l'avant, vous avez un tabouret comme par exemple un tripode, qui est une forme d'hyperbole quand on regarde les parois des côtés, ou encore les tabourets népalais, comme l'exemple que vous avez ici présentement. Je vous en ai construit, parce que confinement oblige, on s'occupe. Alors, avec des brochettes de bambou et des élastiques, on peut former ce qu'on appelle en fait un hyperboloïde. Plus exactement, une hyperboloïde à une nappe. Parce que ce qu'on obtient, c'est cette forme-ci, qui, si vous regardez seulement les côtés extérieurs, on a la forme d'une hyperbole, mais en fait, elle est formée à l'aide de droites qui tournent, sont en rotation tout autour d'un espèce de cylindre imaginaire qu'on aurait au centre. Donc, vous en avez un ici avec une trentaine de brochettes, et je vous en ai construit un autre avec un axe légèrement décentré. Je vous le montre. Il faut être prudent avec les brochettes. Ça pique parfois un peu lors de la construction. Et voici le deuxième. Donc, encore une fois, on a ici une hyperboloïde à une nappe. Je vous en montrerai un exemple de construction qui a été fait par un architecte dans les années 50 également. Mais il s'agit bien d'une hyperboloïde à une nappe. On voit bien les hyperboloïdes sur le côté. Du temps à la maison, j'ai poursuivi mes constructions avec ce que vous voyez ici, c'est-à-dire des blocs Lego, mais qui montrent comment on peut aussi former une hyperboloïde à une nappe en prenant un cylindre, en fait, qui est formé par mes cordes, que je tourne. Et avec la torsion qui est exercée, on voit l'hyperboloïde à une nappe se former. La construction des hyperboloïdes à une nappe a amené en architecture un grand mouvement de construction. Et la première construction qu'on a répertoriée de ces hyperboloïdes à une nappe-là, ça a été en 1896. Un ingénieur russe de l'époque qui voulait construire un château d'eau, les réservoirs d'eau qu'on voit, les colonnes d'eau dans certaines villes, a voulu en réaliser une pour une exposition. Alors, celui que vous voyez à l'avant, c'est la construction de son château d'eau qui date de cette exposition-là locale qui avait été faite en Russie. Maintenant, pourquoi on construit des hyperboloïdes à une nappe en architecture surtout? Ben pour une raison mécanique très simple, c'est qu'elles offrent une prise de vent minimale, donc moins de résistance, puis une grande stabilité à la base. C'est pour ça qu'on les utilise beaucoup, pas seulement pour leurs propriétés esthétiques qui sont assez évidente dans certains cas. Donc, plein d'autres exemples ont suivi après la construction de cet ingénieur russe-là, des châteaux d'eau, beaucoup en France, en Allemagne, en Europe de façon générale. Les châteaux d'eau ont cette apparence-là. Donc, vous en voyez à l'avant à Essart-les-Rois et à Rougemontier dans différents départements français. On s'est aussi servi de cette forme-là d'une hyperboloïde à une nappe pour les centrales nucléaires. Entre autres, quand on construit les colonnes de refroidissement de ces réacteurs-là, bien, on utilise cette forme-là parce qu'elle permet une accélération des particules d'air et un refroidissement beaucoup plus rapide. Et dans le bas de l'hyperboloïde, on met la machinerie ou les réservoirs. Vous avez différents exemples d'ici, deux centrales qui sont utilisées en France encore de nos jours. On a également utilisé cette forme-là dans différents contextes, puis de façon beaucoup plus ludique. Entre autres, en Chine, à Guangzhou, vous avez la tour de télévision qui est ici illuminée et qui sert également d'attraction touristique d'une certaine façon. Vous avez aussi d'autres tours d'observation qui ont été construites, dont celle-ci, la tour Eiffel, dans un parc avec forêt protégée au Danemark. Une magnifique tour d'observation de forme hyperboloïde et à l'intérieur duquel il y a une spirale dans laquelle on peut monter et aller observer la forêt tout autour.
Maintenant, cette forme-là, comme je le disais tantôt, a aussi servi à un architecte très connu de l'époque, Oscar Niemeyer, qui en 1959 a construit la cathédrale de Brasilia au Brésil, un magnifique exemple d'architecture hyperboloïde. On a aussi en ingénierie utilisé la forme des hyperboloïdes pour faire des types d'engrenages particuliers. Ici, l'exemple que vous avez là, c'est ce qu'on appelle un engrenage avec des axes concourants. On a également utilisé l'hyperbole de façon théorique pour aller, par exemple, Hydro-Québec s'en sert pour aller chercher là où la foudre a frappé sur une de ses lignes de transmission. Donc, avec l'utilisation des différentes propriétés des hyperboles, ils sont capables de positionner et d'aller localiser l'impact de la foudre, de la positionner. On s'en sert aussi dans les opérations de sauvetage pour aller chercher là où se trouvent des rescapés, par exemple, dans des opérations de secours, en faisant une intersection d'hyperboles, où là, on a, avec différentes balises, l'émission d'un signal solaire qui nous permet de les positionner. Tout ça, ce sont de magnifiques représentations de ce que les hyperboles dans un contexte de la vie réelle. Et je vous quitte avec ce court vidéo où je vous montre comment, à la maison, j'ai fabriqué un hyperbolographe très simple. Et vous pourrez l'essayer à la maison, où vous allez voir, il est très efficace. Comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, on peut se construire à la maison un hyperbolographe de façon assez rudimentaire avec une règle, un bout de ficelle, deux punaises. Quand on connaît les propriétés de l'hyperbole, on parvient à le construire adéquatement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est longer la ficelle le long de la corde et en exerçant une pression continue le long de la corde, on obtient une des branches de l'hyperbole. Et ensuite, en inversant le système, on peut construire l'autre partie de la branche de l'hyperbole en plaçant cette punaise-ci sur le foyer. Et j'ai l'autre portion de mon hyperbole. Donc, vous avez ici une des deux branches de l'hyperbole. L'autre branche se trouverait de l'autre côté en exerçant ma pression avec ma règle et mon crayon de la même façon.